Vous êtes un microbiologiste de renommée internationale, je le redis. Vous avez de nombreux travaux majeurs à votre actif. Pour certains, vous êtes le champion du monde de la médecine et pour d'autres, le docteur Maboul dessiné. Alors, comment jugez-vous, docteur Raoult, le traitement médiatique de cette crise ? Je ne juge pas et je n'ai pas d'opinion. Là aussi, je pense qu'il y a une révolution qui explique beaucoup de tensions, si vous voulez. Je pense que, je suis désolé pour les médias traditionnels, mais je pense que les médias traditionnels sont en train de rentrer en conflit frontal avec les réseaux sociaux et YouTube, par exemple, comme chaîne d'information. Moi, je dois dire que la plupart du temps, les informations sont de meilleure qualité sur YouTube que sur les médias. Donc il y a une révolution à faire et il y a une mise en danger des médias traditionnels qui se traduit aussi par beaucoup de violence parce qu'elle est mise en danger. Donc si effectivement, sur un podcast, moi j'ai 3 fois la notoriété du journal Le Monde, je comprends que le journal Le Monde ne m'aime pas, vous voyez, parce que moi ça coûte rien, ça me rapporte rien, et donc je deviens un rival incontrôlable, si vous voulez, dans l'information et la clarté ou la réalité de l'information, parce que j'ai pas d'a priori du tout dans la vie. Donc là, vous êtes dans un enjeu qui est un enjeu extraordinaire. Vous, le monde des médias traditionnels, que ce soit les journaux, que ce soit la télévision, que ce soit, peut pas ignorer cette évolution absolument considérable et le rôle que prennent les réseaux sociaux dans l'information. Donc on voit que les médias traditionnels, souvent, ça m'est arrivé à moi d'ailleurs, identifient comme des fake news, des news qui ne sont pas relayées par les médias traditionnels, mais les médias traditionnels ne relaient pas plus d'informations exactes que les réseaux sociaux. Donc on est dans un tournant historique aussi de la distribution de l'information qui, elle aussi, explique des conflits qui me dépassent de très loin. Hein. Alors vous avez dit que vous vous inquiétez des lésions et séquelles de ce virus sur les patients qui ont eu des formes graves de Covid. On parle de fibrose pulmonaire. Vous craignez même chez les patients qui sont faiblement atteints. Est-ce que ça peut laisser des séquelles ? Qu'est-ce que vous préconisez pour dépister ? Éventuellement, qu'est-ce que vous préconisez pour traiter ? Alors on commence à peine à regarder ça. Ça a été étudié relativement dans les 2 autres épidémies de corona qu'on connaît. Et il est possible qu'il y ait beaucoup de fibroses respiratoires qui ne sont pas expliquées, dont la cause est des infections virales non diagnostiquées. C'est bien possible. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une proportion non négligeable chez les gens qui ont fait des formes graves. Mais il y a une très grande discordance que nous, on a noté, les Chinois avaient noté ça aussi. Je pense qu'il n'y a que nous, les Chinois, qui ont fait ce travail de faire systématiquement des scanners à basse dose, de manière à peu irradier les gens, chez les gens qui étaient relativement peu symptomatiques. Et il y a une discordance considérable entre l'état des lésions et l'état clinique au départ. Il y a des gens qui ont l'air d'aller très bien au départ, et qui ont des lésions au scanner très importantes. Et donc on est en train de regarder chez ces patients s'il y a une évolution vers la fibrose, et c'est une des vraies questions. Ça voudrait dire qu'il y a des gens, y compris, qui n'auraient pas été diagnostiqués parce qu'ils étaient peu symptomatiques et qui n'auraient pas été testés, qui pourraient évoluer vers des cirrhoses. En tout cas, on est en train d'explorer ça pour savoir qui devrait pratiquer ce type d'examen pour être sûr que ça n'évolue pas vers la fibrose. Après, il y a des médicaments qui pourraient empêcher l'évolution vers la fibrose, mais pour l'instant, ce n'est pas extrêmement clair. En tout cas, s'ils sont efficaces, c'est au tout début, et donc on a intérêt à détecter ça tôt. Professeur Raoult, comment voyez-vous l'avenir du coronavirus ? Comme une maladie saisonnière, comme la grippe de Hong Kong, elle va revenir dans 2 années puis ensuite s'évanouir, ou bien le virus va être conforme à l'histoire, il va mourir de sa belle mort et ne plus jamais faire parler de lui ? J'en sais rien. Vous savez, puis je devine jamais rien, et je prédis jamais rien, et je ne fais pas de modèle de prédiction. Tout ce qu'on peut faire, c'est comparer les choses par rapport à d'autres histoires qu'on a connues. J'en sais rien du tout. Ça dépend de phénomènes que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'a pas trouvé de portage chronique chez les humains. Donc, ça veut dire que, ou bien alors le virus circulera autour de la Terre et reviendra dans les pays
où il est déjà passé, ce qui est possible, ce qui paraît pas très évident pour l'instant, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu de deuxième épidémie où que ce soit. Quand les épidémies ont été finies, il y a des cas sporadiques, quelques cas groupés, mais il n'y a pas de deuxième épidémie. Donc on n'a pas cette impression-là. Et puis, donc si la diffusion ne s'est faite que par les hommes et qu'il n'y a pas de porteur chronique, bien entendu, hein, la maladie peut disparaître, mais il est possible, encore une fois, que vous voyez, l'Inde a un début très décalé, et peut-être qu'on aura des cas secondaires qui reviendront d'Inde, je ne sais pas, cet été, je ne sais pas, c'est imprévisible. Il y a beaucoup de maladies respiratoires qui sont saisonnières dans les pays, tels que l'Europe du Nord ou dans les pays de la zone tempérée. Mais l'évolution d'une maladie nouvelle, vous voyez d'ailleurs que beaucoup de résolutions qui ont été prises avant de prendre le temps de l'observation ou sans utiliser les observations de ceux qui avaient eu le premier choc de l'épidémie, c'est-à-dire à l'Extrême-Orient, nous ont amené à avoir des réflexions qui n'étaient pas exactes. Donc il y a des choses qu'il a fallu que nous redécouvrions par nous-mêmes, en particulier, y compris dans la prise en charge des malades, hein, qu'on a appris à prendre en charge, en particulier sur le plan du risque de la coagulation qu'on ne connaissait pas. Hein. Oui. Et la question de l'immunité des patients atteints du virus n'est toujours pas tranchée. Quelle est votre idée là-dessus, professeur Raoult ? Pour l'instant, on ne connaît pas de gens qui rechutent. Hein, donc ça veut dire que c'est une maladie aiguë et immunisante, comme la plupart des maladies aiguës. On voit que les gens ont des anticorps. Une bizarrerie que l'on a trouvée, nous, c'est que les gens qui vont mal ont beaucoup plus tôt des anticorps et beaucoup plus d'anticorps. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, les traitements, ce qui explique pourquoi les traitements antiviraux qui ont été programmés dans les formes tardives de la maladie ne pouvaient pas vraiment marcher, parce qu'en réalité, le problème n'est plus virus à ce stade-là. Le problème est lié à la réponse immunitaire. Oui. Donc, oui. Il y a une réponse immunitaire très 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 forte, très violente, hein, y compris avec des anticorps. Voilà, et donc la plupart des gens sont immunisés quand ils ont fait cette maladie aiguë, telle qu'on peut le détecter par les anticorps, et on n'a pas pour l'instant de cas de gens qui aient fait 2 fois de suite la maladie, donc c'est vraisemblablement une maladie immunisante. Dernière théorie publiée dans la revue américaine PNAS ce mercredi, le fait que le simple fait de parler génère des gouttelettes qui restent dans l'air et serait donc vecteur de transmission du virus. Quel est votre avis là-dessus ? Si vous voulez, je sais depuis bien longtemps, puis on vient de refaire le même travail en Afrique, que les transmissions des maladies respiratoires dans la population générale se fait par les mains et pas par l'expectoration. Donc on sait ça, c'est-à-dire on sait que la meilleure manière de lutter contre les infections respiratoires, c'est de se laver les mains ou de se les passer à l'alcool, de le faire très très souvent, parce que c'est par là que ça passe. C'est probablement ce qui explique dans un certain nombre de collectivités qu'il y ait des contaminations groupées. Nous, on a republié ça. On vient de refaire une étude dans 2 villages africains qu'on a pu comparer sur la fréquence des infections respiratoires selon qu'on se lave régulièrement les mains ou pas. C'est un travail qui a été fait bien avant, qui est publié dans le Lancet. C'est extrêmement efficace. C'est les mains le problème. Hein. Donc c'est une des raisons du débat sur les masques. Les masques sont indispensables pour les contacts très proches. En particulier, on a démontré l'efficacité du masque et donc le risque des gouttelettes pour le personnel soignant. Donc pour ça, c'est une chose qui existe. Pour le reste, c'est ce que l'on sait, pas ce que l'on déduit de travaux à partir desquels on fait des conclusions sur des éléments expérimentaux. Ce que l'on sait, c'est que ce qui prévient la maladie, il y a 2 choses que l'on sait, c'est que dans le personnel de soins, il faut porter les masques parce qu'on est à 10-20 cm de la bouche des gens qui toussent, et que quand on est dans la communauté, c'est le lavage des mains qui protège, et même dans la famille, c'est le lavage des mains qui protège de la contamination. Merci. Et ça, ce sont des choses prouvées, ce n'est pas des choses hypothétiques. Merci beaucoup, professeur.